On repart les amis, on repart avec Philippe Dufourc, donc directeur adjoint de Centrale Supélec. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Philippe, vous êtes... Alors, non, on va parler évidemment de Centrale Supélec, on va parler des ingénieurs aujourd'hui, de la formation des ingénieurs. Bon, mais rentrons tout de suite dans le dur. On appelle ça, je crois, la demi-vie des compétences, c'est-à-dire le temps pendant lequel la compétence que vous avez apprise reste opérationnelle. Voilà. Et les chiffres qui circulent, je ne sais pas, vous allez pouvoir me le confirmer, c'est 3-4 ans aujourd'hui, grand maximum, avant qu'il faille revenir à l'école, ou enfin retrouver un cycle de formation pour retrouver toute sa compétence. On parle évidemment des compétences qui sont les plus importantes. Comment est-ce qu'on forme un ingénieur dans ces conditions-là On le forme d'abord à vivre 50 ans de carrière, quoi. Donc c'est ça la première difficulté, c'est qu'en effet, j'ai coutume de dire que quand on forme un ingénieur, on lui apprend des sciences, en effet, vous avez parfaitement raison, qui seront mortes dans quelques années. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Il rentre à Supélec, il commence à apprendre des trucs, ce sera obsolète quand il sort, presque. Ah non, quand même pas. C'est combien de temps la scolarité C'est 3 ans. 3 ans ou 4 ans quand ils font une année de césure. 3 ans ou 4 ans quand ils font une année de césure. Donc c'est vrai qu'on a un double objectif. D'abord, évidemment, faire en sorte qu'ils soient opérationnels dès leur sortie, parce que les entreprises, quand elles recrutent, c'est pas nécessairement pour attendre et les reformer 3 ans de plus. Ouais. Donc il faut qu'ils soient opérationnels, mais il faut qu'ils soient opérationnels 40 ans après également. Donc il n'y a pas d'obsolescence programmée chez l'ingénieur, ça c'est clair. C'est ça. Important. Donc ça veut dire quoi ? Il faut lui apprendre à apprendre, c'est finalement ça le plus important. On lui apprend surtout à être très curieux et on lui apprend à se dire qu'il va devoir progresser en permanence et continuer à apprendre et à servir en même temps. Ça, c'est extrêmement important. Alors c'est facilité aujourd'hui. Servir, attendez, ça m'intéresse l'utilisation du mot servir. Parce que sinon, on va pas servir, le payer. Utilitaire, vous voulez dire. Moi, je pensais servir les drapeaux, la Marseillaise. Servir la cause qu'il défend, c'est-à-dire les entreprises, leur développement, le progrès, toutes ces choses qui ont fait qu'il a choisi ce métier. Sinon, quand même, il faudrait autre chose. Donc, il va falloir qu'il serve, qu'il soit utile et qu'en effet, il n'atteigne pas, vous avez raison, son domaine d'incompétence trop tôt. S'il atteint son domaine d'incompétence trop tôt, il est fichu, on le vire. Ça, c'est clair. Il pourra plus servir. Ah oui, mais c'est terrible comme oui, ça c'est clair. Alors par contre, il y a quand même, on distingue en général 3 types de compétences. C'est-à-dire que quand il arrive, il a des compétences scientifiques et techniques qui sont quand même assez fortes. Et c'est pour ça que les entreprises le recrutent, parce qu'il est à jour. Il est vraiment à jour. Ouais. On est un établissement dans lequel il y a de la recherche, dans lequel on a des contrats avec des entreprises, dans lequel on est en avance, on a une vision, on cherche à développer chez lui une vision. Ouais. Donc il arrive, il est en avance, il amène quelque chose, une expertise scientifique et technique, pas technologique, parce que ça c'est vraiment des propriétés d'entreprise, mais il amène une expertise scientifique très forte. Cette expertise scientifique, il va la développer, mais à un moment donné, il va exercer une autre compétence. Oui. C'est la compétence managériale. Oui. Et parce qu'à ce moment-là, quand il connaît un peu le business, quand il connaît un peu le monde, il est en capacité de jouer un chef d'orchestre, c'est-à-dire de diriger des ingénieurs qui, eux, sont spécialistes. Vous savez qu'on forme des ingénieurs généralistes. Donc, il devient un peu un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il en sait un petit peu sur beaucoup de choses, moins bien qu'un spécialiste, mais il peut diriger, il peut manager. Il peut manager des équipes. Et ça, c'est sans doute, je ne vais pas dire le plus important, mais on ne trouve jamais rien tout seul. Ah ben non, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est très clair. Sinon, il fait de la recherche. En recherche, on a plus nature à trouver les choses. Mais quand on est et même en recherche, je pense que. Et même en recherche, évidemment, il y a des sociétés savantes, on échange, on fait des congrès, on partage. Mais dans l'entreprise, effectivement, il faut cette capacité à fédérer, et seuls les ingénieurs peuvent fédérer des ingénieurs. Oui. Ouais, poser comme ça la question, c'est bien oui. Seuls les ingénieurs peuvent fédérer des ingénieurs. Par contre, il n'y a pas que des ingénieurs qui managent, ça c'est clair, évidemment. Technique, managériale, c'est quoi la troisième compétence ? Stratégique. Oui, parce qu'à un moment donné, vous en avez marre de diriger des équipes, vous avez atteint une dimension où vous avez une vision vraiment stratégique pour l'entreprise ou pour des entreprises, et là on vient vous chercher sur des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes très fort, où vous connaissez le business, vous connaissez la concurrence, vous connaissez tout ça, et vous connaissez la technique parce que vous avez commencé par ça, vous connaissez la façon de piloter les équipes et vous rentrez dans une compétence stratégique. Et à ce moment-là, vous avez un bureau, il n'y a rien dessus, vous recevez des gens et vous leur dites ce qu'il faut faire. C'est le contraire de scientifique qui lui a des bouquins partout. Mais c'est bien ça, ça vous faire de la stratégie. Ouais, c'est génial. Ouais, je crois. C'est génial. Mais tout est génial. Alors attends, Philippe, le truc moi qui réchauffement, transition énergétique, etc. et tout. Bref, le vrai sujet du monde devant lequel on est aujourd'hui. En fait, c'est un sujet d'ingénieur. Je pense que c'est beaucoup. Les ingénieurs tiennent entre leurs mains le salut de la planète. Ouais, c'est quand même leur donner énormément de responsabilités. Ah non, je crois pas. Non, je vais être un peu plus nuancé.
C'est désolé, mais je pense que ces sujets-là, les sujets de développement durable, de transition énergétique, ils engagent toutes les disciplines du monde, ce sont des disciplines économiques, sociologiques, scientifiques, bien entendu. La solution n'est pas que scientifique et technologique. L'appréhension peut être scientifique, doit être, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des discours qui ne sont pas assez. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous. Les ingénieurs, à mon sens, sont indispensables dans ce dispositif, mais ils doivent être entourés aussi d'autres expertises et d'autres compétences. Sans doute, mais aujourd'hui, en gros, on a une alternative. On nous dit, soit c'est la décroissance, le CO2 est corrélé au PIB, vous voulez baisser le CO2, il faut baisser le PIB. On voit dans quel état ça nous a mis l'année dernière, par exemple. Soit on a les ruptures technologiques, les inventions, les ingénieurs. C'est en ça où je dis qu'ils tiennent l'avenir de la planète entre leurs mains. Je crois qu'ils ont un rôle très important à jouer. Et ils ont un rôle très important à jouer, d'autant qu'on attaque aujourd'hui au XXIe siècle un autre domaine qui est l'économie de l'information. Et ça, c'est un rôle clé par rapport au développement durable. C'est un rôle extrêmement important parce que l'économie de l'information va permettre d'avoir les bonnes données et la bonne intelligence artificielle pour gérer ça aussi, pour amener des expertises supplémentaires. Ouais. Vous savez, on a vécu 2 siècles, là, je parle de Centrale Supélec, parce que Centrale a 2 siècles. Hein, allez-y. Au départ, c'était... Oui, j'ai pas dit d'ailleurs, fusion entre les 2 écoles, plateau de Saclay, classement de Shanghai, c'est magnifique, tout fonctionne, on est ravis. Voilà. Je suis vraiment heureux de pouvoir parler de quelque chose d'un peu plus conceptuel et global, ça n'a aucun problème. Mais Centrale a été créée, c'était les médecins des manufactures au démarrage. C'est-à-dire des gens qui arrivaient dans des endroits où on produisait à la main, et il fallait mettre de l'intelligence de la production, toujours dans un souci, non pas de supprimer des emplois, mais de faciliter le travail des gens. Mais bien sûr. Supélec est arrivé derrière avec l'électricité. Pour emmener l'électricité à tous les niveaux dans la société et la faire progresser. D'accord ? Et donc, on a vécu 2 siècles dans lesquels on a développé des biens matériels, avec des manufactures, et de l'énergie et de la communication. Ouais. Aujourd'hui, on est rentré dans un autre siècle qui est l'économie de l'information. Donc, il y a un 3e produit qui arrive derrière. Après l'économie du matériel, l'économie de l'énergie, qui nous a entraîné aussi là où on en est, et sur lequel on formait des ingénieurs sur la fin du XXe siècle majoritairement. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle sphère qui est l'économie de l'information. Et l'économie de l'information, c'est celle aussi, c'est une solution à la maîtrise de l'économie du matériel et de l'économie de ce que j'appelais l'immatériel, c'est-à-dire aussi l'énergie. Philippe, vous l'avez peut-être vu, il y a une thématique dans le discours économique optimiste aujourd'hui qui se résume dans Roaring Twenties et qui dit en gros la croissance extraordinaire 1920, la décennie 1920, est liée en fait à la pleine puissance de l'électricité. C'est le moment où ça y est, l'électricité est absolument partout et où elle donne cette pleine puissance. Et les nouvelles Roaring Twenties un siècle après, c'est justement quand l'économie de l'information, ça y est, se diffuse partout et donne sa pleine puissance. Absolument. Voilà, c'est ça. Je suis intimement persuadé de ça. Et alors ça, c'est des opportunités extraordinaires. Parce que ces opportunités répondent à des paradigmes qui vont complètement changer et qui peuvent intéresser beaucoup plus de gens. Mais ça veut dire que, attends, parce que je veux revenir sur le mindset de l'ingénieur, moi. L'ingénieur, il peut avoir quand même une idée de fabriquer, de machines. Enfin, il y a quelque chose de très, très noble à développer la puissance de l'industrie. Bien sûr, mais ça va rester. Oui, mais la data à côté paraît presque... Mais la data, elle rentre dans l'industrie complètement. L'usine 4.0, c'est quoi? L'usine 4.0 c'est de la manufacture dans lequel, à un moment donné, on a rentré au 19e siècle de l'intelligence au point de vue machine, puis au 20e de l'électricité et au 21e de la data. Aujourd'hui, les formes, je dirais, durables, les formes durables de production rentreront la data. L'usine 4.0, c'est une usine intelligente dans laquelle il y a de l'intelligence artificielle partout, qui permet d'optimiser un grand nombre de choses, qui permet l'économie circulaire facilement, qui permet des solutions qui vont être durables. Alors, est-ce que ça veut dire que les ingénieurs qui rentrent aujourd'hui à Centrale Supélec sont d'abord des data scientists? Il y en a beaucoup. Il y a eu une revalorisation des maths et de l'info qui est extrêmement forte à Centrale Supélec aujourd'hui. Et ça, c'est clair. Au dépend d'autres disciplines comme la physique, que je regrette, puisque moi, je suis physicien d'origine. Vous êtes physicien, c'est ça, mais par exemple, la physique aujourd'hui, qui a été un grand boom dans les années 80, parce que ça a permis la production de semi-conducteurs, de processeurs, toute la microélectronique. Mais on n'est pas au bout de tout ça, on vient d'en parler, là. On n'est pas au bout quand même de la croissance des microprocesseurs. Mais on est toujours sur la microélectronique aujourd'hui, où on a des évolutions, mais pas de rupture. Et clairement, la rupture, ça sera l'ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique, c'est des datas, c'est autre chose. Parce qu'il va falloir créer de nouveaux types d'algorithmes, de nouvelles façons de traiter les données. Et l'ordinateur quantique, derrière, il y a des maths à ne plus savoir qu'en faire. Et évidemment, une reproduction des algorithmes informatiques tout à fait nouveaux.
Combien de fois j'ai entendu des gars dire « Oh, les maths, vous êtes sûrs, les maths ?» Voilà, il y a des maths à plus savoir qu'en faire. C'est ça la croissance du monde, c'est des maths à plus savoir qu'en faire. Bien sûr. Voilà. Les maths, parce que ça permet de modéliser de façon assez rigoureuse et très scientifique des choses qui se produisent. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Et puis on a besoin de certitudes, et les mathématiques nous donnent des certitudes. Il y a assez peu de choses qui nous donnent des certitudes. Les mathématiques nous donnent des certitudes, mais elles ont une vertu supplémentaire, c'est qu'elles sont capables de quantifier les incertitudes. Et ça, c'est très important. Parce qu'on entend beaucoup de discours basés sur des certitudes. Je ne vois jamais une barre d'incertitude dans ce qu'on nous montre, dans des statistiques, même sur le Covid aujourd'hui. Et on se grandit à pouvoir mesurer les incertitudes et à pouvoir les maîtriser. Donc, c'est pas être indéterministe que de mesurer des incertitudes, c'est au contraire maîtriser les déterminismes. Et ça, c'est essentiel. Cette démarche scientifique, elle est essentielle aujourd'hui. Et ça, c'est des mathématiques, bien entendu. Ils sont rêveurs, les jeunes ingénieurs qui rentrent aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que justement ils ont en tête ce potentiel, en fait Ils l'ont, et puis ils ont une conscience des thèmes qu'on évoque là, la conscience du développement durable, le rôle qu'ils ont à jouer. Ils ont une conscience considérable de cette question-là. J'en parlais encore ce matin avec des élèves. Par exemple, je pose la question de savoir quelles entreprises choisir. Est-ce que je refuse les entreprises, entre guillemets, qui sont un peu suspectes? Est-ce que je vais pas chez Total, quoi? Voilà, dis-le. Est-ce que je refuse Total? Voilà, est-ce que je refuse Total? Est-ce que je vais faire des ONG ou des choses dont je suis sûr? Et vous répondez quoi? Et les deux, mon capitaine. Moi, je dis fonce. Si vous voulez, fonce, c'est Total la puissance. C'est eux qu'il faut changer. Et d'ailleurs, ils sont volontaires pour changer. Ils ont bien compris que si on veut maîtriser le train, il faut monter dans la locomotive. Et voilà. Il suffit pas de se mettre sur la voie. Et voilà. Et donc, c'est une belle phrase. Oui, gardez-la celle-là. Et donc, je la ressortirai. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et la locomotive, elle est dans des endroits puissants. Elle est là. Donc, il faut aller dans la locomotive. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Sortir avec sa banderole et se mettre sur la voie, ça n'a jamais servi personne. Ça a écrasé tout le monde. Les filles, est-ce que les filles comprennent cette puissance? Parce que je me souviens, il faut absolument que les filles deviennent des ingénieurs. On en a besoin, etc. Alors ça, c'est une formidable opportunité dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs tout à fait nouveaux qui appellent, grâce à la data, notamment aux mathématiques, qui appellent des ingénieurs. Je pense à des métiers, à des secteurs tout à fait inattendus. La santé, bien sûr. Aujourd'hui, on voit l'importance dans la santé, de la modélisation, des data, en génétique, évidemment, c'est les maths. On voit dans les secteurs du vivant et dans les secteurs de la pensée, il y a une aspiration d'ingénieurs aujourd'hui qui est surréaliste. Et la santé, on pourra dire ce qu'on veut, ça attire les filles. Les bio, ça attire les filles. Quand vous regardez une école comme AgroParisTech, elle a 70% de filles sur les sciences du vivant. Et nous, on est à 20%. Parce que les maths sont vécues jusqu'à présent. Mais il va falloir que ça se transforme, ça, à un moment, quand même. Non, mais ce que je veux dire, on en a besoin. On a besoin de tous les bras. Ce que vous venez de décrire, bien sûr on a besoin de tout le monde, en fait. Et on a besoin d'une diversité. Toutes les intelligences. Pour remonter encore la valeur des diplômes. Parce qu'on passe à côté de talents inouïs avec notre système, qui est quand même un système aujourd'hui relativement inégalitaire, où on manque de filles dans les écoles d'ingénieurs, où on manque de boursiers dans les écoles d'ingénieurs. C'est une réalité, il faut le dire. Absolument. Mais le but, c'est d'augmenter cette proportion-là, pas pour faire plaisir à la nation. Le but, c'est qu'en augmentant cette proportion-là, on va encore mieux alimenter des ingénieurs de très haut niveau qui vont pouvoir se mettre dans des secteurs complètement différents. Mais oui. Le secteur du sport est un secteur qui appelle des ingénieurs aujourd'hui. Complètement. Le secteur artistique appelle des ingénieurs. Oui, mais ceux-là, ils sauveront pas la planète. C'est ceux qui sauvent la planète qui m'intéressent. Non, mais je comprends. Le secteur artistique, je suis un peu plus nuancé que vous. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Une philosophe est venue me démontrer que c'est bien la culture qui sauvera l'économie. Et oui, absolument. Ça peut y participer. Ça peut y participer. Allez-y, un bon coup, mais on est quasiment au bout. Vous me faites parler à fond. Mais c'est la passion. Voilà. C'est la passion. C'est la passion. Et comme en amphi, je perds ma voix. Un mot quand même, justement, en amphi, vous n'y avez pas été beaucoup. Juste un dernier mot, c'est-à-dire, sont des étudiants aujourd'hui qui tiennent le choc face à ce qu'ils ont traversé. Ouais, voilà, c'est ça quand même. C'est vraiment dur. Une grande école comme on sait, c'est un endroit qui vit très fort, avec des vies associatives, avec beaucoup de relations entre les profs et les élèves. Ils choisissent ça aussi pour ça. Et aujourd'hui, c'est dur. C'est dur psychologiquement. Il y a quand même une baisse de morale très forte. On attend que ça remonte très vite, mais on nous a dit qu'en septembre, on revenait à la normale. Donc aujourd'hui, on est prêt. À la normale. J'apprends grâce à vous qu'il n'y a pas de normale. Voilà, il y a des situations évolutives en permanence et
des barres, qu'est-ce que vous m'avez dit? Des barres d'incertitude. Des barres d'incertitude. Des barres d'incertitude. Bien sûr qu'il faut évaluer les barres d'incertitude. Je retiens les barres d'incertitude. C'est être déterministe que d'évaluer les barres d'incertitude. Philippe Dufourcq, le directeur adjoint de Centrale Supélec, était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup.